octobre. Merci de nous choisir pour vous informer. Il est 13 heures à Bamako, la même heure à Zégoua, dans la région de Sikasso. Vous êtes bien sur Radio Mali, mesdames et messieurs, en vous espérant en santé. Bonjour et bienvenue au microphone Brahma Traoré. Et Fatou Djabi, bonjour à tous. Voici les titres. Le Mali déroule le tapis rouge à 8 nouveaux ambassadeurs. Ils ont présenté ce matin leur lettre de créance au président de la transition. 8 nouveaux diplomates, une ambition commune, renforcer la coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. Une centaine de veuves de militaires renforcent leurs compétences managériales sur la broderie chinoise. Objectif, être plus autonome. En Côte d'Ivoire, la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle s'achève ce jeudi à minuit. Une élection que les chefs de l'État Laurent Gbagbo considèrent comme un coup d'État civil ou encore un braquage. Il a réagi via un média privé. La République démocratique du Congo fait face à une épidémie de choléra. Près de 60 000 cas suspects ont été enregistrés en 9 mois. L'ONU s'alarme d'un éventuel effondrement du système de santé. Les aigles-dames du Mali affrontent demain vendredi leurs homologues du Cap-Vert, comptant pour les éliminatoires de la CAN féminine 2026 sur le vieux continent. La troisième journée des matchs de poule de la Ligue des champions d'Europe a pris fin hier. C'est un phénomène à la fois d'actualité et inquiétant. La concurrence déloyale nuit gravement à l'équilibre économique et social. Pourtant, la pratique est sévèrement punie par la loi. On en parle dans la cour judiciaire en fin d'édition avec Garou Pérou. Et c'est tout pour les titres. Nous ouvrons cette édition avec ces balais diplomatiques à Koulouba. 8 nouveaux ambassadeurs ont présenté ce matin leur lettre de créance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ils viennent notamment du Sénégal, de la Guinée, de l'Allemagne ou encore de la Grande-Bretagne. Ces nouveaux diplomates s'engagent à renforcer et à fructifier davantage la coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos différents reporters qui viennent de regagner la maison. En attendant, une soixantaine de veuves des militaires se forment sur la broderie chinoise. L'objectif de la formation est de renforcer les compétences managériales des participantes et surtout de leur permettre d'être autonomes. C'est le fruit du partenariat entre le département en charge de l'entrepreneuriat et de la défense, une activité qui entre dans le cadre des activités de la 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. On en parle avec Moussa Kamara. Importée de Chine, la broderie fine trouve un nouveau souffle au Mali. À la base Ariane 101 de Sénou, elle devient aujourd'hui un véritable levier d'émancipation pour une soixantaine de femmes veuves de militaires. Madame Diara Araba Traoré, formatrice en broderie chinoise. La broderie chinoise, c'est une technique de broderie simple qu'on peut exercer avec tout le monde. C'est la broderie qu'on peut faire à la machine simple noire et avec le cerceau. Et on peut faire des dessins naturels et des dessins fleurs aussi, bien harmoniser les couleurs. Cette initiative vise à promouvoir l'auto-emploi des femmes. Colonel-major Bourema Samake, directeur général du service social des armées. L'objectif de cette formation est de permettre à ces femmes de militaires de l'armée de l'air d'acquérir des connaissances techniques et des compétences pratiques dans le domaine de la broderie chinoise. À la fin de cette formation, ces femmes doivent être en mesure d'entreprendre des coutures en broderie chinoise et de conquérir des marchés locaux, nationaux, voire internationaux. Cette dynamique est saluée par la chef du département de tutelle, Oumou Salsek, ministre en charge de la formation professionnelle. La formation se déroulera en 2 phases, chacune regroupant une trentaine de participantes, issues notamment de la base 101. Pendant 8 jours, elles recevront un enseignement technique de qualité dispensé par des formatrices chevronnées que je tiens ici à féliciter pour leur engagement. Ces femmes ne se contentent plus de coudre, elles tissent le fil de leur autonomie dans la broderie chinoise et surtout avec la tête pleine de projets. Oui, tête pleine de projets, dont celui relatif à l'élevage, qui constitue un pilier essentiel de l'économie malienne. Pour donner un nouveau souffle au sous-secteur, une vaste campagne de vaccination du cheptel est en cours. Et 15 millions de têtes de petits ruminants seront vaccinées et marquées sur l'ensemble du territoire national, dont plus d'1 million dans la région de Bougouni. Cette opération est en phase avec le plan mondial d'éradication de la peste d'ici à 2030.
de la capitale du Bani Moniche. Une correspondance de Agali Agissa. L'élevage est un secteur clé dans le développement du Mali, un pays agro-silvo-pastoral. C'est pourquoi il est important de promouvoir la santé animale pour le bien-être des populations et la croissance économique. Cette campagne spéciale de vaccination et de marquage des petits ruminants contre la peste s'inscrit dans ce cadre. Mohamed Lemine Niaré, chef de la division législation et normes à la Direction nationale des services vétérinaires. Il s'agit de l'éradication de cette maladie. Pour rappel, en 2015, il y a eu une conférence internationale à Abidjan. C'est à la suite de cette conférence qu'une stratégie mondiale d'éradication de la peste des petits ruminants a été adoptée. Il a été demandé à chaque pays d'élaborer un plan national stratégique par rapport à l'éradication de cette maladie à l'horizon 2030. Le Mali est dans cette dynamique. À Bougouni, c'est la formation des acteurs qui a donné le ton aux activités qui s'étendront sur 3 mois. Ce premier acte vise à édifier les mandataires sur les procédures de vaccination et de marquage d'animaux. Draman Diakté, directeur du cabinet au gouvernorat de Bougouni. Au cours de cette campagne, 15 millions de têtes de petits ruminants seront vaccinées et marquées dans toutes les régions du pays, dont 1 293 734 têtes d'ovins caprins dans notre région. Cette opération, gratuite et obligatoire, mobilisera l'ensemble des services vétérinaires publics et privés, les autorités administratives, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles d'éleveurs. Cette campagne de vaccination et de marquage des petits ruminants contre la peste est rendue possible grâce à l'accompagnement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2, un projet financé par la Banque mondiale et le gouvernement malien. Bougouni, Agali, Agissa, Djibril Bakayoko pour l'ORTM. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors des frontières maliennes. Première escale, le Sénégal, où une équipe du Fonds monétaire international est arrivée hier à Dakar pour une mission de 12 jours. Objectif, affiner les besoins financiers du gouvernement et ses capacités de remboursement et échanger sur les réformes à prévoir pour sortir de la crise financière. Le FMI a réévalué la dette du Sénégal à 132% du PIB, plus élevé que les 119 annoncés ces derniers mois, ce qui fait du pays le plus endetté d'Afrique. En marge des réunions annuelles de l'organisation de Bretton Woods, le ministre des Finances sénégalais, Cheikh Diba, avait rencontré la directrice générale du fonds, Kristalina Georgieva, pour des négociations. Négociations qui se poursuivent donc avec cette équipe de FMI qui séjourne dans la capitale sénégalaise. Entre l'économie et la politique, la frontière est mince. Franchissons-la pour nous rendre en Côte d'Ivoire, où la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle s'achève ce jeudi à minuit. Les candidats mettent leur dernière force dans la balance pour séduire ou convaincre plus d'électeurs. Un moment choisi par l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, pour sortir de son silence. Dans un entretien accordé à un média privé, il est revenu sur le sujet de sa candidature, sur le rejet plutôt de sa candidature par le Conseil constitutionnel ainsi que sur celle de Tidjane Cham. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Ce n'est pas une élection, c'est un coup d'état civil, un braquage, affirme Laurent Gbagbo, lui qui a été écarté par le Conseil constitutionnel en raison de sa radiation de la liste électorale pour une condamnation pénale. Si les Ivoiriens votent le samedi prochain pour l'élection présidentielle, les Camerounais, eux, connaîtront leur nouveau président le lundi prochain. Une annonce faite hier par le Conseil constitutionnel. L'institution a communiqué la date après avoir examiné et rejeté l'ensemble des requêtes en contentieux portant sur le scrutin du 12 octobre dernier. La grande majorité a été rejetée pour des motifs de forme. Les requérants qui avaient introduit les requêtes, les ayant déposées hors délai ou n'ayant pas la qualité requise pour saisir le Conseil constitutionnel. Au nombre de 8, toutes les requêtes ou presque appelées à l'annulation de la présidentielle en raison de fraude massive. Au même moment, une épidémie de choléra sévit en République démocratique du Congo. L'ONG Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme. Près de 6000 cas suspects ont été enregistrés en 9 mois selon les chiffres du ministère congolais de la Santé. Il s'agit de l'une des flambées les plus graves de ces 10 dernières années selon MSF, qui appelle à une mobilisation urgente des autorités et de la communauté internationale. L'ONU s'alarme également d'un éventuel
graduel effondrement du système de santé dans l'Est. Les causes de l'épidémie sont multiples, notamment les inondations, les conflits, les déplacements de population, mais aussi le manque d'accès à l'eau potable et à des systèmes d'assainissement adéquats. Et à l'approche de la saison des pluies, le risque de propagation s'annonce encore plus grand. Même si les risques restent aussi grands au Soudan, une lueur d'espoir tout de même. Plus de 2 ans après sa fermeture provoquée par la guerre qui oppose l'armée soudanaise aux paramilitaires, des forces de soutien rapide, l'aéroport international de Khartoum a officiellement réouvert ses portes. Un appareil de la compagnie soudanaise Badr Airlines s'y est opposé hier dans l'après-midi avant de repartir quelques heures plus tard pour Port au Soudan. Le site avait été la cible des tirs de drones attribués aux paramilitaires, mais cette reprise du trafic reste toutefois très incertaine selon certains observateurs. Et pendant ce temps, Brahma Traoré, le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle les dirigeants haïtiens à hâter le retour à l'ordre constitutionnel. Alors que la transition politique touche à sa fin, la communauté internationale s'inquiète du manque de progrès concret vers la tenue d'élections générales prévues avant le 7 février 2026, date à laquelle le Conseil présidentiel de transition doit céder la place à des autorités élues. Lors d'une réunion, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti a exprimé hier sa vive préoccupation face à la lenteur du processus. D'Haïti, cap sur Bruxelles, où le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi participe au sommet UE-Égypte. Cette réunion de haut niveau vise à renforcer la coopération politique et économique entre les deux partenaires. Il sera également question de la promotion de la stabilité, de la paix et de la prospérité dans la région du Moyen-Orient. Le sommet devrait aussi accorder une attention particulière à la situation actuelle dans la bande de Gaza, l'Égypte étant considérée comme un acteur clé dans le maintien du cessez-le-feu actuel. Un maintien de cessez-le-feu suivi de près par le Royaume-Uni qui fait face à l'afflux des migrants. Près de 37 000 personnes sont arrivées dans le pays depuis le début de l'année 2025 en traversant la Manche dans des embarcations de fortune. Un chiffre en hausse par rapport au nombre total d'arrivées sur l'ensemble de l'année 2024, selon le ministère de l'Intérieur. En 2022, le pays avait accueilli plus de 45 000 migrants sur l'ensemble de l'année, soit le chiffre le plus élevé depuis le début du phénomène en 2018. Un phénomène qui touche également les États-Unis et l'Union européenne qui imposent de nouvelles sanctions contre la Russie. Moscou dénonce ces sanctions contre les groupes pétroliers Rosneft et Lukoil et affirme être immunisé contre ces décisions économiques. Nous considérons cette démarche comme étant exclusivement contre-productive selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. À en croire Maria Zakharova, son pays a développé une immunité solide contre les restrictions occidentales et continuera à développer avec assurance son potentiel économique, y compris dans le domaine énergétique. Les États-Unis, toujours dans l'actualité, ont mené des nouvelles frappes contre des bateaux soupçonnés de trafic de drogue. Les attaques ont eu lieu dans l'océan Pacifique, une première depuis le début de ces opérations. Après une première menée mardi, Washington a annoncé une deuxième frappe hier, portant le total à 37 morts depuis le début des opérations. Le président américain Donald Trump vise désormais son homologue colombien Gustavo Petro, qu'il qualifie de baron de la drogue et de pire président que la Colombie ait jamais eu. Retour à la maison à 13h passées de 13 minutes, direction Tombouctou, où stylistes et maîtres couturiers mettent la mode au service de la paix afin de consolider le vivre ensemble. Ainsi, l'édition 2025 de ce rendez-vous culturel dénommé Caravane Al-Fadi pour la paix et la cohésion sociale est lancée. Les caravaniers sont venus des régions du Mali et du Niger. Ensemble, ils vont magnifier, surtout montrer que la mode ne se résume pas seulement aux ciseaux ou aux tissus. De la Cité du Savoir, les précisions de Idrissa Goulou Sissoko. La délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou place cette caravane au cœur de son projet Récupad, Renaissance culturelle pour la paix et le développement de Tombouctou. Issaka Nazoum, président de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou. L'objectif principal de ce projet est de renforcer le développement culturel et artistique et de lancer un appel retentissant à la paix, à la réconciliation et au vivre ensemble pour les populations de Tombouctou, du Mali et de l'AES, avec la présence des grands artistes
nous venant des pays de la Confédération. Le célèbre styliste Alfadi, tout ému de se retrouver sur ses terres natales, s'est réjoui de la tenue de cette caravane qui symbolise le rayonnement culturel de la ville de Tombouctou. Tombouctou, il n'y a pas de différence. Tout le monde est pareil. Tout le monde a donné sa vie à cette ville magique, magnifique. Je voulais aussi vous donner les salutations de mon pays parce que le Niger, c'est chez moi. Même si je suis né à Tombouctou, j'ai grandi 50 ans de ma vie, je l'ai donné au Niger. Les partenaires tels que l'UNESCO, l'UNICEF et la coopération suédoise ont contribué fortement à la réussite de l'événement. Abdoulouhab Dieng, représentant de la coopération suédoise. En soutenant la caravane d'Alfadi sans hésitation, la Suisse salue cette initiative visionnaire qui est de faire de la mode, de l'art et de la jeunesse des armes douces contre la division. C'est un geste fort, un message universel que nous partageons, car l'art relie là où les mots parfois échouent. Selon le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, parrain de l'événement, cette caravane traduit la volonté politique forte des autorités de mettre la culture au cœur du développement et de la cohésion nationale. Yacouba Katile. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel demeure convaincu que la renaissance culturelle prônée par les projets et l'EQUIPAD est l'une des voies les plus sûres pour bâtir un Mali apaisé, fier de sa diversité et ouvert sur le monde. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Hassan Aïdara pour l'ORTM. Dans l'actu des sports, on parle de la Ligue des champions d'Europe dont la troisième journée des matchs de poule a pris fin hier soir. Nous sommes en football. Restons dans la discipline pour évoquer les éliminatoires de la CAN féminine 2026 sur le continent. Les Aigles Dames du Mali jouent demain à Praia contre leur homologue du Cap-Vert. Et la leçon du sport de ce jeudi porte sur le gardien de but. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kaba. Football éliminatoire CAN féminine 2026, les Aigles Dames du Mali jouent à Praia contre le Cap-Vert. La rencontre est prévue pour demain vendredi, à partir de 16h. C'est au compte du match aller du deuxième tour qualificatif pour la CAN féminine 2026. Le sélectionneur national Brema Konaté et ses joueuses veulent tout donner pour cette manche aller avant de bien aborder le retour ici à Bamako mardi prochain au stade 26 mars de Rimadio à partir de 17h. Taekwondo, championnat du monde 2025. La compétition s'ouvre demain en Chine et c'est là jusqu'au 30 octobre prochain. Le Mali participe à la compétition avec une délégation de 9 personnes, dont 6 athlètes et 3 officiels. Rappelons que le Mali est double champion du monde à travers Dabamourbo Keïta en 2007 et 2009 dans la catégorie supérieure. À présent, volleyball. La Fédération malienne de volleyball organise la journée dédiée aux enfants. Dotée du trophée Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali, la journée des enfants concerne les enfants âgés de 8 à 12 ans. Les équipes sont le centre de formation de volleyball de Dadabougou, l'AS Commune 4, l'AS Commune 5, l'équipe de Kati et les 1008 logements. Cette année, l'école Marif participe comme invité. La journée des enfants de la Fédération malienne de volleyball, c'est ce samedi 25 octobre 2025 sur le terrain ex-CCF. Football, la Ligue des champions d'Europe, la troisième journée des matchs de poule est à l'honneur. 9 rencontres étaient au programme ce mercredi. Ainsi, le Real Madrid gagne par le minimum d'1-0 face à Juventus Turin. Bayern Munich domine le club Bruges 4-0. Eintracht Francfort chute à la maison 1-5 devant Liverpool. Le choc entre Chelsea et l'Ajax a tourné à l'avantage des Anglais. Ils gagnent par 5-1. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre l'Atlanta et Slavia. Sporting l'emporte 2-1 face à l'Olympique de Marseille. L'AS Monaco et Tottenham ont gardé le score de départ, c'est-à-dire 0 but partout. Galatasaray gagne par 3-1 devant le FC Bodo Glimt. Et c'est par ce score de 3-1 que l'Athletic Bilbao a battu Karabakh. À présent, la leçon de sport du jour. La leçon de sport de ce jeudi porte sur le gardien de but, communément appelé goal. Il s'agit de celui qui garde la cage avec pour rôle crucial d'empêcher le ballon adverse à franchir sa ligne. Isaac Chenou nous en parle.
Le gardien de but assure la protection du but en arrêtant les tirs adverses avec ses réflexes affûtés. Mamadou Sidibé Maha, entraîneur de gardien de but, n'en parle du gardien de but ou encore Gol. Un gardien de but, c'est le dernier rempart. En termes de football, on appelle monsieur 50%. En tant que coordinateur de la défense, il communique activement avec ses coéquipiers pour maintenir une stratégie solide. Le gardien joue un rôle crucial dans un match de football. Le rôle du gardien de but, c'est comme le médiateur de l'équipe. Par exemple, celui qui est derrière tout le monde, celui qui commande la communication et tout. Dans une équipe, si tu n'as pas de bon gardien, il n'y a pas une bonne équipe. La plupart, maintenant, dans les championnats européens, mais que ce soit la Champions League, la Coupe du Monde et tout, chaque équipe qui a un bon gardien, cette équipe fait le résultat. Si tu n'as pas de bon gardien, tu ne fais pas de résultat. En termes, c'est comme une maison sans soubassement. Le soubassement du football, ça, c'est le gardien de but. Être gardien de but exige des compétences particulières et une maîtrise technique qui font toute la différence. Le comportement du gardien de but dans le football englobe une combinaison de compétences techniques, tactiques et mentales. Il doit être à la fois un athlète physique exceptionnel et un joueur intelligent. On reconnaît un gardien de but sur un terrain de football par son accoutrement et la couleur de son maillot qui diffère des autres. Chronique judiciaire. 13 heures passées de 20 minutes. C'est un phénomène à la fois d'actualité et inquiétant. Il s'agit de la concurrence déloyale qui nuit gravement à l'équilibre économique et social, notamment la perte de confiance des consommateurs ainsi que la perturbation globale du marché. Et pourtant, Fatou Djabi, la pratique est punie par la loi de 2016 portant organisation de la concurrence. La chronique judiciaire en rediffusion revient sur cette loi et les avantages de ces principes fondamentaux de l'économie des marchés. Elle est signée Garibou Pérou. Parasitisme, imitation des organisations ou dénigrement sont autant de types de concurrence déloyale. Ces pratiques trompeuses forcent les règles du jeu et portent atteinte aux acteurs respectueux du droit. Cancer économique, la concurrence déloyale ronge les bases du marché. Maître Mamadou Gaussou Diarra, avocat, ancien ministre. Le parasitisme, comme son nom l'indique, vous avez un produit qui est bien connu sur le marché, qui marche bien. Et vous voulez aller dans le même segment, sur le même marché pertinent. Vous voulez lancer votre produit. Au lieu de créer votre marque et de faire en sorte que par sa qualité, la marque s'impose, vous vous dites, M. Pérou, lui, il a déjà un produit du même genre qui marche bien. Donc, je vais essayer de me greffer à son produit et on rentre presque dans la contrefaçon. Et là, vous allez voir, ils peuvent ne pas utiliser le même produit, mais ils vont utiliser, par exemple, les mêmes éléments graphiques. Vous avez un produit qui s'appelle le lait, qui marche très bien, et moi, je fais un produit avec les mêmes couleurs, le même type d'emballage, et je rajoute, je dis le lait de vache. Et je viens, et les gens viennent, ah, c'est vrai, c'est une autre variante du lait. Parce que le lait, les gens ont vu la qualité et ils apprécient. Ensuite, vous avez parlé de la désorganisation. Ça, c'est quoi? C'est que parfois, je suis sur un segment où je produis le même type de produit que vous, donc on est concurrent sur le marché. Et je viens, je m'organise pour vous déstabiliser. Et comment? Je peux peut-être voir le syndicat de votre entreprise ou voir des personnes clés pour leur dire, bon, faites en sorte que, bon, tel agent qui sont dans des postes clés, moi, je vais les avoir dans mon entreprise. Je suis prêt à payer le double. Je les débauche. Et là, je suis dans le débauchage abusif, certes, mais en plus de cela, je désorganise complètement de votre structure parce que les gens qui vous aident à produire du jour au lendemain, ils démissionnent, ils vont avoir vos secrets de fabrication et ils viennent chez moi. Le dénigrement. Pareil. En droit malien, la concurrence déloyale est régie par la loi de février 2016 portant organisation de la concurrence. L'article 24 de cette loi sanctionne les auteurs de la concurrence déloyale d'une amende comprise entre 1 million à 20 millions de francs CFA. Les sanctions sont spécifiques, mais il y a des formes de concurrence déloyale qui peuvent avoir une incrimination pénale. Par exemple, quand vous faites une contrefaçon d'un produit. La contrefaçon, on rentre dans la législation OAPI et là-dedans, il est bien possible de poursuivre la personne qui est en faute, le contrefaisant, comme on dit, soit au civil, devant un juge civil, soit au pénal en déposant une plainte devant le parquet. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La justice rétablit l'équilibre de la concurrence. Quand on est victime d'une concurrence déloyale, il y a différents niveaux de saisine. Celui qui est le gendarme sur le terrain, c'est la DGCC, la Direction générale du commerce et de la concurrence. On peut dénoncer les faits, ils peuvent agir ou ne pas agir. Mais on a la possibilité de saisir la justice. Et cette saisine peut se faire
soit devant le juge civil ou bien on peut également aussi, si ça a un caractère infractionnel, déposer une plainte au niveau du procureur. Maintenant, quand c'est dans un cadre macro où on parle au moment de pratiques anticoncurrentielles, en ce moment, c'est les institutions communautaires qu'il faut saisir. Dans un monde économique en constante mutation, la concurrence est un moteur de progrès à condition qu'elle soit loyale. Mais quand certains choisissent de tricher, ce sont des entreprises entières, des emplois et parfois des savoir-faire qui en payent les prix maximal. Merci Egaré Boupérou. Avant de boucler cette édition, nous revenons sur la principale information. 8 nouveaux ambassadeurs ont présenté ce matin leur lettre de créance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ils viennent notamment du Sénégal, de la Guinée, de l'Allemagne ou encore de la Grande-Bretagne. Ces nouveaux diplomates s'engagent à renforcer et à fructifier davantage la coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos différents reporters. En attendant donc les prochaines éditions, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec vous pour vous dire que la présente prend fin. Elle est mise en onde par Badji Touré, Bekaï Sissé. La mise en onde plutôt, Bintou Traoré, c'est la mise en onde qui est Bekaï Sissé et Badji Touré. Juste après nous, Astan Tangara pour la lecture des avis et communiqués au micro. Nous étions Brahma Traoré et Fatou Djabi. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.